Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes très heureux de vous voir connectés pour ce nouveau rendez-vous de notre J'améliore mes pratiques. Donc, vous êtes désormais conviés tous les troisièmes jeudis du mois à suivre cette visioconférence de 30 minutes qui est portée par le comité de l'évaluation, la coordination générale des soins et la direction qualité, et dont le but finalement est de partager les résultats et les actions d'amélioration qui sont issues d'évaluations qui ont été conduites au CHU dans les services, les pôles ou à l'échelle de l'établissement comme ce sera le cas aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on va vous inviter à couper vos micros. On vous repassera la parole d'ici à peu près 15-20 minutes pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes plus à l'aise, à partager aussi des questions dans le chat. Voilà, si vous ne souhaitez pas prendre la parole, on reprendra également ces questions-là. Donc, c'est des rendez-vous qui peuvent être suivis soit individuellement ou collectivement en équipe. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis, sachez que chaque visio est enregistrée et mise à disposition sur la chaîne YouTube du CHU et le lien est disponible dans chacune des invitations OA de ces visios, comme celle que vous avez aujourd'hui dans votre agenda. Donc, je vais laisser maintenant la parole au Dr Kuhn et à Madame Douot du CLUD, donc du Comité de lutte contre la douleur, qui vont vous parler des interventions non médicamenteuses de prise en charge de la douleur. Donc, n'hésitez pas à vous renommer sur Zoom pour que nous puissions établir la liste des participants. Et enfin, merci de répondre au questionnaire de satisfaction qui apparaîtra en fin de réunion. Merci. Donc, bonjour à tous. On va effectivement aborder, dans ce qui concerne l'amélioration des pratiques, les interventions non médicamenteuses, on l'a dit, dans la prise en charge de la douleur. En fait, le CHU Nantes, depuis environ un peu plus d'une dizaine d'années, a entamé une réflexion stratégique en fait, sur l'exercice de ces interventions non médicamenteuses, qu'on appelle souvent en acronyme INM, et thérapie complémentaire. En parallèle, on sent et on voit effectivement un nombre croissant de personnes malades, en particulier celles qui sont atteintes de maladies chroniques, qui ont recours et qui demandent en fait l'accès en fait à ces thérapies qui sont largement disponibles en ville. Et au CHU, on a vu également, là, sur ces 10 dernières années, un nombre croissant de soignants, à la fois qui sollicitent effectivement de la formation et qui ont pu par la suite intégrer dans leur pratique ces INM. En fait, on définit l'INM comme une intervention non pharmacologique, non invasive, ciblée et fondée sur des données probantes, hors chirurgie et dispositif médical. Alors, en pratique, pour résumer, le plus souvent, il s'agit d'interventions physiques, psychologiques, nutritionnelles, numériques ou ergonomiques en fait, sur une personne, soit avec un objectif de prévention, de soins, mais aussi des objectifs potentiellement de curatifs. En fait. Et vous aviez un premier document en fait, qu'on a mis en ligne que vous pouvez aller lire, en fait, qui est le document de l'HAS qui a été créé en 2011, justement, pour commencer en fait, à développer en fait, la prescription des INM et à son encadrement. Alors, juste pour rappeler un peu le contexte, donc une INM doit avoir fait l'objet d'au moins une étude interventionnelle publiée, menée selon une méthodologie reconnue. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de données probantes, avec un personnel formé et un protocole reproductible avec des objectifs de santé précis. C'est-à-dire qu'en fait, les professionnels appliquent effectivement les mêmes choses et qu'il n'y a pas de grande différence entre professionnels de santé. Les thérapies complémentaires, elles peuvent, elles aussi, se baser sur des données, mais elles ne le sont pas toutes. La recherche peine encore à apporter un niveau de preuve suffisant. Donc, elles sont en complémentarité avec les autres méthodes validées et pour l'instant, elles n'ont pas encore fourni un niveau de preuve scientifique suffisant. Et on rappelle juste la vigilance sur le fait que ce ne sont pas des médecines alternatives, ce n'est pas à la place du soin, à la place de la médecine conventionnelle, c'est bien en complémentarité. Donc, sous l'égide du CLUD, dans ces années, on avait dit effectivement il y a un peu plus de 10 ans, un comité de pilotage a été mis en place, une commission au sein du CLUD, avec 3 missions principales: recenser l'offre existante en matière de soins,
hospitalier, mais également de formation, d'enseignement universitaire, et en quoi on pouvait améliorer par rapport à ça l'organisation et l'offre de soins, d'évaluer les pratiques existantes en termes de qualité, en termes de sécurité, et pouvoir aboutir sur des recommandations de bonnes pratiques. Et puis, bien sûr, aller un peu plus loin jusqu'à développer la recherche clinique, l'offre de formation et d'enseignement en lien avec les équipes hospitalo-universitaires. Alors, l'amélioration des pratiques, elle a été mise en place assez vite dans l'évaluation, d'abord en 2015 par une première enquête qui a été réalisée par le CLUD pour faire un premier état des lieux et qui avait permis d'identifier sur 76 professionnels pratiquants à l'époque, mais surtout 76 professionnels qui ont répondu, ça ne veut pas dire que c'était exhaustif. 3/4 étaient plutôt des professionnels paramédicaux, 1/4 des professionnels médicaux, et on avait identifié beaucoup d'INM déjà à l'époque, au moins 25, et les 3 principales étaient l'hypnose, le toucher-massage et la sophrologie. À partir de cette enquête, assez vite ont été mis en place une dynamique autour des approches INM, et notamment 2 groupes. Un groupe hypnose animé par des professionnels du CHU, des professionnels de santé qui pratiquaient, et un groupe d'approches psychocorporelles autour du toucher-massage, notamment sophrologie. En 2018, on a renouvelé cette EPP avec 159 répondants pour avoir des données un peu plus complémentaires en termes de parcours de formation, de cadre d'exercice en fait de l'utilisation de ces INM. Donc là encore, on avait majoritairement des professionnels paramédicaux, 90%, 10% de professionnels médicaux, et restait en fait comme parmi les INM les 3 principales, l'hypnose, le toucher-massage et la sophrologie. Donc aujourd'hui, en tout cas fin d'année dernière, on a souhaité effectivement une nouvelle actualisation de ces données, toujours avec ce même objectif de garder une lisibilité au sein de l'institution dans l'ensemble des INM qui pourraient être pratiqués, des professionnels de santé qui pratiquent, de leur cartographie là, au sein du CHU, à la fin de promouvoir en fait ces interventions non médicamenteuses au sein des secteurs de soins, mais aussi de manière plus globale sur l'encadrement de ces pratiques, et pour faire le lien aussi avec l'offre de formation, et puis d'harmoniser la pratique de ces INM au sein du CHU. Il y a 3 règles en fait qui comptent dans la pratique de ces approches complémentaires. C'est savoir pourquoi on prescrit une médecine complémentaire, c'est se poser la question avant même d'engager un projet ou d'engager une formation. À qui en fait on prescrit, quel professionnel va pratiquer, et ce professionnel, est-ce qu'il a bénéficié d'une formation avec un diplôme reconnu, parce qu'on entend beaucoup, de toute façon, ça ne peut pas faire mal. Il ne s'agit pas d'intervention pharmacologique, et on sait aujourd'hui que ça, c'est faux, notamment en cancérologie. On prend l'exemple effectivement de l'utilisation du jus de pamplemousse, on voit bien les interactions pharmacocinétiques qui peuvent rentrer en jeu par rapport au traitement oncologique, et donc c'est loin d'être anodin. Donc c'est important d'être intégré aux soins et qu'il y ait une visibilité de ce qui est fait. Donc la méthode utilisée, elle est assez classique, avec une étude quantitative et qualitative de l'ensemble des services du CHU dans lesquels les professionnels exercent une IMM. Bien sûr, c'était l'ensemble des professionnels qui pratiquent, avec effectivement un questionnaire qui avait été mis à disposition en ligne, et une communication avec le lien via la brève Internet ou un envoi par mail. La période, c'était du 24 octobre au 23 décembre. Donc là, on propose les résultats assez vite derrière, avec l'utilisation de Sphinx pour le masque de saisie et l'analyse des données sous Sphinx et par les RIP notamment. On remercie Madame Bouillet. Bonjour à toutes et à tous. Donc, enfin, les résultats, bien évidemment. Donc, il y a eu 151 professionnels qui ont répondu à l'enquête, mais avec 113 qui ont déclaré pratiquer. Donc, c'est un peu comme en 2018, peut-être un peu moins de déclarations, mais qui ne veut pas dire qu'il y a moins de pratiques pour autant au sein de l'institution. Ce
on peut voir la répartition des professionnels. Hein, une grande majorité, ce sont, je dirais, la filière paramédicale, IDE, IAD, AS, qui pratiquent. C'est stable par rapport à 2018, avec une nette augmentation des professions médicales, qui sont là aujourd'hui à 9%, qui étaient à peine 7% en 2018, et puis aussi les mères, qui aussi déclarent, ainsi que les kinés, qui ont une belle progression aussi, qui était un peu plus de 6% en 2018. Donc essentiellement IDE et AS, mais on sait l'expliquer, on le verra tout à l'heure, hein, c'est très en lien aussi avec la formation autour de tout ce qui est communication thérapeutique. Les résultats aussi concernant les services d'affectation, c'est une question qu'on avait posée. Je trouvais intéressant dans cette cartographie de savoir où le professionnel pratique son activité. Donc un peu réparti dans tous les secteurs, MCO, peut-être moins en SSR, en tout cas au travers de cette enquête, beaucoup en anesthésie-réanimation, plutôt bien aussi en médecine, en chirurgie et en psychiatrie, où l'hypnose est souvent largement pratiquée. On peut faire aussi une remarque concernant le SISMI, peut-être que vous ne connaissez pas, c'est ce qu'on appelait il y a quelques années encore le Centre fédératif de la douleur, des soins de support et soins palliatifs, qui quand même, la plupart beaucoup de professionnels, hein, c'est-à-dire 12% quand même de ce centre fédératif, représentent quand même un beau pourcentage de professionnels qui pratiquent. Sur lesquelles pratiques majoritaires on peut voir toujours l'hypnose on peut dire qui est en tête, la communication thérapeutique et le toucher-massage, avec, on pourrait dire, ce sont les trois, je dirais, pratiques qui sont les plus largement retrouvées au sein du CHU. Par rapport à la dernière enquête de 2018, du coup, il y a une répartition qui s'est faite autrement, et on voit que l'hypnose est un peu plus en baisse, mais la pratique de l'hypnose est individuelle, donc forcément très liée aussi au fait de pouvoir demander et dégager des professionnels pour suivre un DU. La communication thérapeutique qui n'était pas du tout recensée en 2018 et aujourd'hui, en 2022-2023, représente 39%, qui est quand même beaucoup, mais qui est très en lien avec effectivement toute la promotion qui a eu lieu sur la communication thérapeutique depuis 2018, où il y a eu beaucoup de professionnels formés, et formés de manière, je dirais, collective au sein d'une unité de soins et voire d'un service. Et enfin, le toucher massage, 33%, qui a aussi nettement augmenté, avec une belle, je dirais, remontée de l'aromathérapie, on va dire, et aussi de la musicothérapie. Sur les motifs de recours, on reste sensiblement comme en 2018, hein, très lié à l'anxiété, l'angoisse du patient avec la douleur, avec aussi peut-être plus aujourd'hui marqué par la douleur induite par les soins. Voilà, aussi troubles du sommeil et d'autres symptômes que vous pouvez lire en dessous. On pourra revenir tout à l'heure. Sur qui émane de la demande, c'est une question aussi qui figurait dans notre enquête. Donc le plus souvent du patient, alors à 73%, et puis du personnel soignant et du médecin. Alors il faut savoir que c'est à prendre avec un peu de recul, hein, ces chiffres, parce qu'on imagine bien, alors même s'il y a de plus en plus je dirais de promotion des INM hors CHU, et du coup les patients peuvent demander, mais c'est souvent les professionnels qui proposent cette offre, hein, qui est largement maintenant proposée donc au sein de l'institution. Effectivement, peut-être que le patient réitère sa demande, voilà. Et donc le médecin, mais on a vu tout à l'heure, peut-être en lien avec une prescription ou pas d'ailleurs. Et donc, sur 17%, on peut voir, hein, des professionnels déclarent que l'INM donc est prescrite.
Donc aujourd'hui, on pourra peut-être en reparler en conclusion, peut-être dans l'échange, peut-être voir en termes d'analyse. Sur la situation des patients, donc on voit qu'à plus de 60, presque 80%, hein, les patients sont satisfaits et tant mieux, on va dire. En tout cas, alors là, ce n'est pas tant la satisfaction des patients, mais est-ce qu'on évalue la satisfaction? Voilà, donc des chiffres plutôt honorables qui sont liés aussi avec la traçabilité de l'évaluation de la satisfaction des patients qu'on va voir tout de suite. Alors, sur l'évaluation des patients, la traçabilité, elle est très en lien avec le ressenti global du patient et souvent avec des outils comme une échelle d'intensité du symptôme d'inconfort tel que le VA. Et la satisfaction, on la retrouve très souvent sur les transfusions ciblées qui sont quand même très en lien avec le raisonnement clinique. Et puis, on les retrouve dans différentes, hein, on vous les a notées sur le droite de la diapo, très en lien avec aussi les profils des patients, hein, puisqu'on peut retrouver sur la dataset, sur les questionnaires HAD. Donc, on voit bien, c'est à la fois sur MPR, sur la Géronto, sur des évaluations de douleur et anxiété, et puis sur des questionnaires qui ont été établis par le groupe Hypnose dont on parlait tout à l'heure. Alors, est-ce que les côtés, cette satisfaction, cet acte, pas toujours, vous voyez, hein, non à 57% et oui à 43%. Sur une question qui était intéressante de savoir depuis combien d'années les professionnels pratiquent. Et on voit que quand même, il y a un renouvellement des professionnels puisqu'on est à moins de 5 ans. Et ça, c'est plutôt intéressant de savoir que depuis, à 61% et de 5 à 9 ans, 24%. Donc, ça entend que c'est très en lien aussi, je pense, avec la formation. Donc, on dit bien que 61% hein, des répondants pratiquent une activité de moins de 5 ans. Ça, c'est très intéressant. Sur la formalisation du projet, ça, c'est quelque chose que le CLUD est attaché depuis des années sur le fait que la formalisation d'un projet pour encadrer cette pratique qui ne peut être qu'un projet individuel, mais plutôt partagé collectivement au sein d'un service. Donc, on voit qu'aujourd'hui, que seulement 31% déclarent avoir formalisé un projet de service et on voit tous les limites au fait que des professionnels ne s'entourent pas de l'accord soit du chef de service ou de l'encadrement ou l'avis ou le portage aussi ou le coportage par le CLUD qui peut aussi aider à formaliser un projet. Et on voit, mais tout à l'heure, le docteur Plum l'a dit en introduction, que c'est des projets qui pouvaient souvent ne pas aboutir et créer du sentiment de frustration de la part du soignant. Donc ça, c'est ça une piste encore améliorée, bien qu'on le transmet et bien que beaucoup de professionnels nous appellent pour encadrer et formaliser avec eux. 26% déclarent qu'il existe un groupe de travail rattaché à ce projet. Voilà. Et seulement 10% ont sollicité un accompagnement du CLUD SP. Voilà, donc on transmet qu'on est toujours à disposition, bien évidemment, pour accompagner. Et 8% ont du temps dédié à cette activité. Alors, quand on appelle dédié à l'activité, ça veut dire que des professionnels sont, je dirais, détachés et n'intègrent pas forcément la pratique dans leurs soins. Et ça, on voit aussi des limites. Alors 8%, je trouve que c'est une belle avancée. Il y en avait beaucoup moins avant. Je pense à une infirmière qui va travailler au brûlé, qui a un temps dédié sur la pratique de l'hypnose. Et ça, c'est vraiment du temps dédié. Autrement, les autres professionnels l'intègrent complètement dans la prise en charge du patient. Un focus sur la formation. Donc, nous sommes partenaires, bien évidemment, dans la réflexion avec le bureau de la formation continue parce que c'est quelque chose qu'il faut effectivement qu'on travaille avec eux sur l'offre, bien évidemment, que peut proposer l'institution au niveau des pratiques des INM. On voit que quand même 90% des professionnels ont été formés, que 65% ont bénéficié d'un financement. Donc, ça veut dire qu'encore beaucoup de professionnels se voyant refuser une formation, financent
autofinancent leur formation, alors qui peut avoir un coût important, mais aussi du temps, parce que c'est sûr que si vous financez votre DU d'aromathérapie ou d'hypnose, c'est un coût certain. 67% d'entre eux, il s'agit d'une formation universitaire, surtout dans les pratiques encadrées sur l'hypnose, et 40% ou l'acupuncture, et 40% des professionnels sont formés, diplômés depuis moins de 5 ans. Et ça rejoint un petit peu tout à l'heure le profil des professionnels, ce sont beaucoup de jeunes, je dirais pratiquants entre guillemets, mais c'est très en lien aussi qu'avec la promotion des thérapies complémentaires dont on fait la promotion depuis toutes ces années. Je redonne la parole au docteur Kuhn. Donc, parmi effectivement les résultats que montre cette EPP, mais je vous dis toujours en lien avec les 2 EPP précédentes, on reste sur le fait de vraiment pouvoir intégrer à la prescription médicale la prescription des INM. Et je pense que ça permettrait aussi le soutien et l'accompagnement des professionnels par l'encadrement médical. Et derrière cette prescription, bien sûr, d'aller jusqu'à la traçabilité des INM. Alors, on avait créé il y a quelque temps une cible en fait sur Millennium que je vous remontre là dans la surveillance médico-chirurgicale avec effectivement un encart intervention médicamenteuse et un espèce de menu déroulant avec les grands chapeaux, les grands chapitres dans lesquels vous pouvez trouver en fait l'INM que vous avez pu proposer effectivement aux patients et le tracer à cet endroit-là. Ça reste à améliorer. On a encore une sous-traçabilité. Et un point de vigilance, c'est que vous savez qu'on va changer de logiciel. Donc, on est déjà au travail avec le groupe en fait, qui s'occupe effectivement du changement de logiciel vers le logiciel Easily pour justement ne pas perdre ce qui a été mis en place pour pouvoir continuer effectivement à prescrire et tracer. On fait part régulièrement, bien sûr, de ces résultats et d'interventions d'ailleurs aussi autour de la pratique des INM lors des journées et si besoin en dehors au référent douleur. Et la prochaine journée, c'est le 16 mars 2023. Je pense qu'on l'a assez dit là par rapport à ce qu'on a constaté sur le fait de ne pas formaliser le projet en amont, avant même d'aller à la formation, d'accompagner le professionnel, c'est excessivement important pour que derrière, il puisse pratiquer et que ça puisse avoir du sens en fait dans sa pratique. Sinon, on le redit, effectivement, on a des professionnels qui sont formés et qui sont frustrés de ne pas pouvoir mettre en application leurs compétences auprès du patient. Et je trouve que ça, c'est très dommageable. Donc, l'intégrer à un projet de service, c'est aussi derrière, même si on a dit que ça augmentait, favoriser l'obtention d'un temps dédié ou en tout cas d'une réflexion de service qui va permettre, même si c'est dans le soin, d'avoir du temps pour mettre à disposition du patient le ou les INM. Et puis, bien sûr, d'aller un peu plus loin jusqu'à l'articulation avec la recherche. On voit bien qu'il y a des équipes qui ont commencé par évaluer leurs pratiques, qui ont commencé à communiquer en dehors du CHU, dans leur société savante ou dans des congrès et autres. Et là, on est déjà dans une dynamique un peu différente qui est intéressante pour faire évoluer les pratiques. Donc, voilà un petit peu les points sur lesquels on voudrait insister. Aujourd'hui, en fait, les INM, les thérapies complémentaires, c'est surtout une approche intégrative de la médecine qu'on veut faire valoir, qui intègre bien sûr la médecine qu'on connaît, la médecine conventionnelle, aux INM et thérapies complémentaires, à la fois parce que, bien sûr, c'est nécessaire dans le soin, mais aussi parce que ça répond à cette demande croissante des patients. Mais il faut être vigilant sur l'encadrement encore et toujours de ces pratiques pour ne pas qu'on fasse marche arrière. Vous savez, le risque aussi des dérives, et je vais utiliser le terme dans certaines conditions de charlatanisme sur notamment la médecine alternative, de continuer à accompagner les projets avec cette notion de projet de service. Nous, on continuera effectivement au niveau du PLUD à garder une lisibilité sur les INM et les professionnels qui pratiquent, de pouvoir maintenir cette cartographie au fil de l'eau.
de développer l'accès à la formation reconnue et validée, hein, mais aussi de maintenir les compétences, parce qu'on a parlé finalement de formation assez jeune, c'est-à-dire de moins de 5 ans, mais les professionnels tournent, les professionnels partent, et c'est comment on maintient des compétences qu'on a pu mettre en place dans des services. Et ça, peut-être que c'est un point aussi de vigilance. On a vu certains services qui avaient su mettre en place, et puis lors du départ d'une infirmière qui avait un temps dédié, effectivement, ça fragilise les pratiques ou l'accompagnement, notamment de la prise en charge de la douleur induite par les soins. Et puis développer la recherche, on réinsiste sur ce point-là. Et merci à tous, et on rappelle les prochaines interventions sur le 3e jeudi du mois, avec le parcours ville-hôpital avec l'unité d'accès vasculaire UNAV, Dr Romain Dumont et Blandine Guillet, le recueil du consentement par le Dr Charles-Henri David, et les bonnes pratiques de perfusion par le Dr Fabien Liedenberg et le Dr Sylvie Jacquard. Est-ce qu'il y a des questions, Morgane ? Alors, il n'y a pas de questions dans la discussion, mais on va pouvoir laisser les personnes ouvrir leur micro, du coup, si certains ont envie de rebondir, de poser des questions, de faire des remarques, n'hésitez pas à vous manifester. Peut-être juste pour lancer, en attendant que quelqu'un veuille prendre la parole, est-ce que vous auriez un retour d'un service dans lequel ça fonctionne très bien et sur lequel vous pourriez partager un petit peu le modèle d'intégration par rapport au projet de service? Comment ça, idéalement par rapport à un service qui marche bien, quel est l'idéal que vous pouvez observer au CHU par rapport à cette intégration? Oui, aussi. Alors, honnêtement, il y en a plein, hein. On voit que ça se structure de plus en plus. Franchement, on est plutôt épaté, c'est le terme qui me vient quand même, par les initiatives des professionnels et tout ce qu'ils ont pu mettre en place. Là, spontanément, ce qui me vient, c'est parce que c'est les interventions un peu récentes et qui ont pu être communiquées au sein du PLUD et notamment des plénières. Je pense au service de Réa, hein, et de la dynamique qui a pu être menée par les aides-soignants, accompagnés maintenant effectivement justement, hein, d'un médecin et d'une psychologue du service, qui ont mis en place un chariot zen au sein du service de Réa. Alors, vous connaissez via la pédiatrie les chariots entre guillemets un peu plus tout fait que peuvent être les chariots Snozellen ou autres. Là, l'idée du chariot zen, c'est en fait chaque service s'approprie sur un chariot les différents outils et les différentes INM qui souhaitent mettre à disposition du patient, ou de support à une INM, comme par exemple, le professionnel va proposer de l'hypnose, mais va utiliser en plus de la musique ou un support visuel ou autre. Et donc, ils ont su effectivement mettre en place, mais aussi évaluer leurs pratiques, communiquer autour de leurs pratiques, et puis essayer, là encore, de mener un groupe de travail, une dynamique à ce niveau-là. Donc, je pense à ça. Là, il y a effectivement la CTCV. On a en CTCV une aide-soignante qui a souhaité, très attentive, hein, effectivement, à apporter un plus aux patients, qui a souhaité faire la pratique des bols tibétains. Donc, la première fois qu'elle est venue me voir, j'ai dit, de quoi parle-t-on? Bien évidemment, on interroge tout de suite, est-ce que, comme on disait en introduction, est-ce que ça relève bien des thérapies complémentaires? Et donc, du coup, on est en train de l'accompagner sur un projet recherche. Pour encadrer. Donc voilà, d'un projet de service, d'un projet individuel, on a formalisé un projet de service ensemble. Le professeur Roussel, qui est le chef de service de CTCV, est très partant. En plus, c'est très en lien avec le développement de l'ARAC
en ce moment. Donc, bien évidemment, tout ça est contributif. Et du coup, et avec le cadre qui est dédié à la recherche, eh bien, on est en train de monter un projet recherche pour effectivement voir si le bien fondé des bols tibétains est bien avant ou après d'ailleurs une chirurgie lourde, hein, comme une chirurgie cardiaque. Voilà. Donc, on a plein d'autres exemples. Hein. On a eu l'hypnose, les brûlés. Je vois Béatrice qui est en ligne, peut-être sur l'aromathérapie. Tu peux peut-être en dire un mot, Béatrice? Alors, c'est vrai que, oui, voilà. Sur le PHU3, j'ai pas beaucoup de voix, je suis désolée, je suis un peu... sur le PHU3, effectivement, on a aussi nos chariots zen, et c'est vrai qu'on associe, en fait, toutes ces INM, hein, du coup, au bénéfice du patient, mais aussi pour une qualité de vie professionnelle des soignants. Hein. Ça, je voudrais vraiment insister là-dessus parce que moi, j'ai beaucoup de demandes et en fait, il y a beaucoup de soignants qui ont envie de mettre des choses en place pour les équipes. Hein. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des solutions à proposer et ces chariots, en fait, ils peuvent être utilisés aussi pour les soignants sur des temps de repos, des détente. Par exemple, c'est vrai qu'en réa, quand ils sont en 12 heures, ils font une pause et ils utilisent le matériel aussi à leur bénéfice. Hein. Donc, ça, c'est intéressant. Même, j'avais quelqu'un d'autre d'une autre équipe qui souhaitait aussi mettre un projet en place. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la formation continue, il y a de plus en plus d'actions, on va dire, de sessions de formation, hein, de façon à cadrer aussi et encadrer, accompagner, parce que c'est ce qui manque parfois. Il y a des idées, beaucoup qui fusent à droite à gauche, des projets qui ont envie d'émerger, mais on ne sait pas trop comment. Du coup, c'est vrai que la formation continue met en place différentes sessions de formation. Et en plus, ce qui est intéressant, on va commencer en aromathérapie à faire un suivi d'une journée sur les retours d'expérience, de façon à un petit peu reprendre les projets, les recadrer, retravailler. Et puis, parfois, ce qui nous fait défaut aussi, c'est dans les traçabilités. Effectivement, il y a l'histoire de la prescription des INM, hein, qui n'est pas toujours formalisée. Mais en plus, on ne sait pas où. Il n'y a aucune traçabilité sur tout ce qui est commande, quel produit, qu'est-ce qu'on va commander. Enfin, tu vois, pour un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est l'aroma. C'est vrai que les diffuseurs, les huiles essentielles, où est-ce qu'on fournit. Il faut essayer de faire en sorte qu'on ait des filières de commandes et d'achat, en fait, qui soient reconnues, formalisées au sein de notre institution et sur lesquelles on puisse retrouver après l'intérêt, Béatrice, de formaliser ce projet, parce qu'on est dans le projet, on n'est pas que sur la pensée de la pratique, mais aussi tout ce qui est l'organisation, l'intégration aux soins, le matériel, comme on disait, comment on intègre, comment on s'organise, et ça impacte tous les professionnels. C'est vraiment une approche pluriprofessionnelle, hein, du médecin à l'aide-soignant, à l'ASH qui ne pourra pas venir faire le ménage parce que là, il y a une séance d'hypnose ou voilà. Ça, c'est... Effectivement, il faut réfléchir en amont à tout ça et cette formalisation est importante. Et ce n'est pas spécifique à l'aroma, hein. C'est vrai que cette problématique autour du matériel, on en a parlé un petit peu en off tout à l'heure avec Morgane. On voit qu'elle émerge un petit peu pour l'ensemble des INM et on n'a pas effectivement de procédure définie, et ce qui fait qu'on voit apparaître en fait chacun achète le matériel qu'il a trouvé, etc. L'exemple type, hein, et qui échappe, c'est le casque de réalité virtuelle. Actuellement, ça émerge à peu près partout, sauf que c'est des casques différents. On se retrouve à 10 ou 15 casques différents là aujourd'hui.
Avec des licences. Voilà, avec des licences derrière qui peuvent être chères, qui ne sont pas pensées avant, donc des casques qui ne sont plus utilisés après, et une maintenance qui n'est pas pensée avant, donc en fait, parce que qui échappe, c'est-à-dire qu'ils ont acheté de leur côté, ils n'ont pas prévenu effectivement, le matériel n'est pas référencé, et sauf que derrière, il y a de la maintenance possible. Donc tout ça, c'est important, il va falloir le penser. Donc on a commencé aussi à interpeller les comités qui sont en lien, et notamment autour du matériel. Ok, merci à tous pour ces échanges. S'il y a d'autres questions qui n'ont pas pu être posées dans le temps imparti, je pense que via la BP Clud et puis les contacts de Madame Dou et Dr Kuhn, s'il y a des échanges complémentaires. Donc, merci pour votre participation. Merci d'avance si vous pouvez remplir le petit questionnaire de satisfaction qui va s'afficher au moment de votre déconnexion. Et puis, au plaisir de vous retrouver peut-être le 9 février pour la prochaine vidéoconférence sur les parcours ville-hôpital avec l'unité d'accès vasculaire. Merci à tous et bon après-midi. Merci, au revoir. Bonne journée à tous, au revoir.